Bienvenue Youssef Chalabi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes PDG d'Outsourcia, oui. Entreprise spécialisée dans l'offshoring et président de la Fédération marocaine d'outsourcing. Oui. Donc chef d'entreprise, oui. La quarantaine, souriant. Ça veut dire que vous avez le moral au beau fixe dans une conjoncture économique que certains considèrent mauvaise, pas bonne, pleine d'incertitudes. Voilà, vous êtes plutôt souriant, plutôt... Moi, je me dis qu'il y a toujours effectivement des moments plus compliqués que d'autres, mais il y a aussi des opportunités plus importantes que d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre métier au Maroc, et puis pour les métiers mondiaux du Maroc de façon générale, on est plutôt dans une belle phase depuis plus de 10 ans. Donc, ça vous parlez pour votre secteur d'activité? Et puis pour tous les métiers exportateurs, que ce soit dans l'industrie ou dans les services. Et même quand on a une conjoncture économique qui est plus compliquée en Europe et puis dans nos principaux marchés donneurs d'ordre, paradoxalement, c'est plutôt des opportunités pour nous, puisqu'on est quand même dans des logiques de rationalisation de coûts pour nos clients. Et dans ce sens-là, on est plutôt contre-cyclique au niveau de la conjoncture. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une récession, on va plutôt en profiter puisque les politiques de réduction de coûts sont encore plus plébiscitées à ce moment-là. Et donc profitables pour les modèles économiques. Est-ce que pour autant elles le sont en matière d'emploi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un tassement au niveau de la création d'emplois, il y a un taux de chômage. Alors pas dans notre secteur. Non, dans notre secteur. Au sens large d'abord dans un premier temps et ensuite votre secteur. Parce que si en vous fait, voulez... pourquoi je vous dis ça en fait, Youssef Chalabi, c'est pour avoir peut-être votre appréciation en tant que chef d'entreprise du contexte global. Dans le contexte global, effectivement, la conjoncture économique est compliquée, mais en même temps, il y a des véritables raisons d'espérer, et puis des vrais atouts et des choses qui se construisent, et on le dit pas suffisamment. Dans l'industrie, c'est très clair, ce qui a été fait depuis ces dernières années, on voit avec encore une fois les métiers mondiaux du Maroc, dans l'automobile, dans l'aéronautique, qui sont dans des créations nettes d'emplois qu'on n'a jamais connues auparavant, et puis dans les services, qui nous concernent plus, et notamment tous ces nouveaux métiers de l'externalisation, des métiers de service qui sont encore à leur balbutiement en termes de potentiel. On a une autoroute devant nous en termes de potentialité de création d'emplois, et on voit que ça s'adresse en priorité aux jeunes, donc c'est des primo-arrivants sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, notre secteur qui arrive et qui aujourd'hui, on considère qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont passées par des centres d'appel aujourd'hui au Maroc, par exemple. Donc c'est autant de personnes qui ont pu très bien rebondir et utiliser en fait notre secteur comme un véritable tremplin pour intégrer la vie active dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, notre secteur emploie de façon globale 70 000 jeunes. Donc c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 15 ans. L'offshoring aujourd'hui, en 2018, fin 2018, crée combien d'emplois nets? Chaque année. J'ai vu 70 000, c'est du cumulé. Oui, aujourd'hui, on est à 70 000 au total. Et puis chaque année, on crée entre 5 000 et 10 000 emplois. Est-ce que vous considérez que c'est beaucoup? 5 000, 10 000 emplois sur un nombre d'opérateurs qui... Oui, c'est beaucoup pour un secteur qui n'existait pas. C'est beaucoup par rapport à tous les pays concurrents en Afrique qui font ce même métier. Et malgré l'arrivée des destinations à moindre coût, le Maroc reste la première destination de l'offshore francophone. Low cost? Le Maroc n'est pas low cost. Non, on n'est pas low cost, voilà. Mais en termes de classification, de catégorisation, est-ce qu'on était, je parle sous votre couvert, il y a une dizaine d'années, on était plutôt la destination low cost. Effectivement. Essentiellement pour les pays européens. Effectivement. Est-ce que c'est plus le cas aujourd'hui? C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc n'est plus considéré comme de l'offshore, c'est considéré comme du nearshore. Donc on est monté en gamme. Voilà, on est monté en gamme. L'offshore, c'est le Sénégal, c'est Madagascar. Mais le Maroc, c'est aujourd'hui plutôt proche de ce que pourrait être l'Espagne pour la France. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des donneurs d'ordre français qui se disent, bon, est-ce qu'on va aller plutôt faire ça à Barcelone ou à Casablanca? En termes de positionnement, c'est plutôt ça aujourd'hui, notre véritable enjeu. Et on répond aux attentes de ces deux donneurs d'ordre français? Alors, on répond à la majorité des attentes. Et encore une fois, on reste le marché le plus dynamique en termes de création d'emplois et aussi en termes de génération de revenus à l'export. Par rapport à l'offshore francophone de façon globale, c'est 100 000 emplois.
Au Maroc, c'est plus de 70 000 emplois dans l'ensemble des métiers de l'offshoring. Si on va uniquement sur les centres d'appel, on a 50 000 emplois sur les centres d'appel. Donc on a 50% de part de marché aujourd'hui encore, alors qu'il y a beaucoup de nouveaux pays qui sont positionnés. Ça montre bien qu'aujourd'hui, la bataille n'est pas au niveau des prix uniquement, et que la compétitivité ne se joue pas uniquement sur la question des salaires. C'est la question des salaires du coup, parce qu'on va y revenir, parce que on va revenir aussi sur l'activité d'outsourcia et les relais de croissance, qui, me semble-t-il, sont allés aussi dans des pays plutôt low cost pour pouvoir justement dynamiser et puis constituer des relais de croissance pour outsourcia. Mais simplement, j'ai ausculté, je suis pas médecin, mais un petit peu la tendance du secteur de l'offshoring depuis 10-12 ans. Oui. Et il y a une espèce de tassement depuis 2013-2014, voilà, avec des croissances qui ne sont plus à 2 chiffres, même voire des croissances négatives. Non, on n'a pas de croissance négative dans notre secteur. En fait, par rapport à la dynamique globale sur les 12-13 dernières années. C'est tout à fait normal. Vous avez un secteur qui est naissant, vous créez 5 000 emplois par an, vous êtes sur des croissances à 30% facilement. Après 10 ans, en créant toujours 5 000 emplois, forcément, le dénominateur est plus important. Et donc, si vous voulez, dans l'absolu, on crée toujours autant d'emplois, mais en relatif, comme la base est plus large, forcément, c'est un rythme moins important. Mais cette année encore, on va flirter avec les 10% de croissance, aussi bien en termes de revenus que de création d'emplois. Donc, ce qui reste encore très encourageant. 10% de croissance en 2018 pour 5 000 emplois créés. Oui. Et ça, pour vous, ça vous satisfait? Bien entendu qu'on voudrait faire plus, qu'on pourrait faire plus, notamment si on travaillait encore plus sérieusement sur la question des ressources humaines, qui est le vrai sujet. Mais c'est déjà bien de pouvoir poursuivre cette croissance dans une conjoncture pareille. Je crois savoir qu'il y a un contrat de performance qui avait été signé par les acteurs du offshoring. Effectivement, C'était en 2016, me semble-t-il. Avec des objectifs aussi de création d'emplois. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Ils ne seront pas atteints, mais encore une fois, on fixe des objectifs très ambitieux. Si on les atteint à 50%, c'est une bonne chose. Parce que c'était la création de 60 000 emplois, il me semble, de mémoire. Oui, avec contrat de performance, avec une fiscalité avantageuse. On fera à peu près la moitié. On fera à peu 30 000 près la moitié. Oui. C'est à quel horizon ça, les 60 000 2020. 2020. Ah oui, donc c'est... Ouais. Donc en fait, on va arriver à 2020, au lieu de faire 60 000 emplois nouveaux, on aura fait 30 000 avec sur un train de 5 à 6 000 par an, c'est ça? Entre 5 et 10 000 par an. Entre 5 et 10 000 par an. Pourquoi ça j'ai l'impression que ça redémarre pas, en fait. On a un problème de starter. Non, ça s'est jamais arrêté pour avoir. La question n'est pas de redémarrer. C'est juste que, encore une fois, on continue à créer autant d'emplois chaque année, mais comme la base est plus importante, donc en relatif, on a l'impression que c'est moins important. Mais aujourd'hui, on reste un des secteurs les plus dynamiques en termes de création d'emplois, et en particulier, je vous disais, pour les primo-arrivants sur le marché, où on reste un des 3 secteurs les plus dynamiques. Auprès des jeunes, qui arrivent sur le marché? Pourquoi? C'est le salaire qui est attractif pour ces jeunes-là, c'est la possibilité de pouvoir rejoindre un call center sans forcément avoir de diplôme ou une espèce de tremplin avant d'accéder à la. Je disais effectivement, c'est un tremplin, et puis aussi à partir du moment où on va avoir des capacités en termes de maîtrise de langue qui sont suffisantes, on va pouvoir démarrer avec un niveau qui est 3 fois le SMIC, puisque c'est ça notre base. Nous, on regarde pas le SMIC. C'est pas une base pour vous. C'est pas une base pour nous, et puis surtout aujourd'hui, dans ce secteur, il y a beaucoup d'entreprises qui permettent de travailler dans des environnements certifiés, qui investissent beaucoup dans la formation, qui sont dans des pratiques sociales qui sont très en avance, et qui paradoxalement contribuent en fait à relever les minima sociaux. Donc ces mêmes jeunes qui ont la possibilité de travailler chez nous, on va clairement être beaucoup plus exigeants avec les autres employés dans les autres secteurs en disant regardez ce qu'on m'offre aujourd'hui dans les centres d'appel. Et même si paradoxalement on peut avoir cette mauvaise image, dans les faits, dans les entreprises sérieuses qui le secteur oui, bien entendu, on lutte contre cette mauvaise image, mais quand on regarde... Elle est due à quoi, cette mauvaise image? Elle est due en fait à beaucoup d'acteurs de petite taille, moins structurés, sur des marchés qui sont moins stables, moins fiables en termes de modèle économique, qui répercutent ça sur leur politique sociale. Et donc clairement, aujourd'hui, si vous voyez dans un secteur où il y a 300 entreprises et vous en avez 10 qui concentrent 80% des emplois, ça montre bien qu'aujourd'hui, c'est une minorité des emplois qui sont concernés par cette mauvaise image, même si c'est une majorité des entreprises qui les pratiquent. Donc aujourd'hui, même au niveau grosso modo, chez vous, dans votre activité, j'ai bien dit chez vous, pas forcément outsourcing, mais en tout cas chez les opérateurs structurés, parce que vous aussi dans l'offshoring, il y a les opérateurs structurés et ceux qui ne le sont pas. Salaire moyen, médian, on est autour de 6 000, 6 500 dirhams, 3 fois le SMIC, c'est ça? Oui, on va être, en tout cas à l'entrée, on va être supérieur à 5 000, et en moyenne, on va pouvoir être, après bien entendu, il y a des évolutions tous les ans, et en moyenne... Le système de prime aussi, de rentabilité, c'est ça? Bien entendu, le système de prime est mensuel, puisqu'il y a différents objectifs à tenir, aussi bien en termes de qualité que de productivité, mais aujourd'hui, c'est clairement pas la question du salaire
qui est un problème dans notre secteur. Mais à 6500 dirhams, est-ce qu'on n'est pas cher par rapport à d'autres pays Alors en fait, cher par rapport à quoi? Aujourd'hui, on parle... cher par rapport au coût, et cher par rapport à la rentabilité, cher par rapport à la performance, et cher justement, par rapport au taux d'encadrement aussi. Il faut prendre en compte tous ces facteurs-là. Si vous voulez, aujourd'hui, on parle plus de low cost, on parle de best cost. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui... nous, on est présent sur 3 marchés en priorité, c'est-à-dire sur le marché français, avec une présence en France, on est présent au Maroc et on est présent à Madagascar. Vous parlez de outsourcing. Voilà. Donc là, si vous voyez, pour un client, on va pouvoir vendre une prestation, je vous donne quelques chiffres pour que ce soit parlant, bien sûr. À 28 € en France, on va dire à 2 fois moins cher au Maroc, à 14 €, et 2 fois moins cher à Madagascar, à 7 €. Donc ça, c'est le modèle, en fait, outsourcing. C'est le modèle outsourcing, mais ça correspond, si vous voulez, on peut modéliser à d'autres opérateurs. En réalité, des prix qui sont pratiqués. Bon, j'ai arrondi pour que ce soit plus simple, plus facile à retenir. Donc, si vous voulez, on pourrait se dire, naturellement, ce client français va vouloir tout transférer à Madagascar, puisqu'il préfère payer 7 € au lieu de 14 au Maroc, au lieu de 28 en France. Mais la réalité, c'est qu'il continue à confier des prestations à des prestataires qui sont en France, et puis qui continue aussi à alimenter ces outsourcers historiques qui sont au Maroc, et qui va transférer uniquement une petite partie qui est à Madagascar. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un métier où on regarde uniquement les coûts. On n'est pas dans des produits qui sont normés, standardisés, un produit qui sort d'usine. On va juste voir s'il répond à un cahier des charges, et on va regarder le prix le plus attractif. Chez nous, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont à prendre en compte, et notamment des éléments liés à un environnement culturel qu'il faut maîtriser, à la maîtrise de certaines spécificités et une expertise qu'il faut avoir. Si aujourd'hui le Maroc continue à créer autant d'emplois dans ce secteur, alors qu'il y a toute l'Afrique qui est moins chère, ça montre bien que c'est pas une question de bataille des coûts, parce qu'on l'a déjà perdu, mais c'est que nos clients... On a perdu la bataille des coûts. On ne peut pas se battre par rapport à des salaires à 1200 dirhams à Madagascar. Est-ce qu'on peut se battre avec des salaires médians de 500, 600 € en Estonie ou à Lettonie, par exemple? Non, c'est pas ce qu'on regarde. Quand je vous parlais de best cost, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'entreprise marocaine, je continue à créer des emplois en France dans ce secteur. Pourquoi? Parce que j'ai des clients à qui je démontre que c'est plus rentable de produire une prestation en France, parce qu'on ne regarde pas uniquement le coût, mais on va voir par exemple les revenus qu'on va pouvoir générer en face. Lorsqu'il s'agit de parler à un expert dans le domaine de l'assurance et qu'on voit que c'est des appels très complexes qui durent très longtemps et qui peuvent générer des revenus importants, dans certains cas, c'est plus rentable de le produire en France que de le produire à Madagascar. Donc en fait, le service à forte valeur ajoutée, il est en France. Voilà, il n'est pas au Maroc. Exact. Et nous, au Maroc, on est sur justement le nearshore, donc qui va prendre une grosse partie des demandes, où on va avoir une valeur ajoutée importante, pas aussi importante qu'en France, mais beaucoup plus importante qu'à Madagascar. Et quand vous êtes à Madagascar, c'est la prestation purement low cost. Alors Madagascar, pour le coup, là, on gère en fait toutes les prestations qui sont vraiment les plus standardisées, et où on va uniquement regarder la productivité et le coût horaire, et pour le coup, il y a très très peu de technicité ou de valeur à apporter en dehors de cadences qui vont être plus importantes. On dit que c'est un univers infernal en fait, le call center, que ce soit Madagascar, à Rabat, Casablanca ou en France d'ailleurs. Non, il y a certains types de prestations qui sont effectivement difficiles et qui peuvent entraîner un rythme compliqué. Mais c'est le cas d'une minorité de prestations. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'on peut trouver infernal, c'est par exemple tous les métiers de la vente où il faut faire du télémarketing, appeler des personnes qui vous ont rien demandé et les harceler toute la journée pour essayer de vendre une cuisine ou des fenêtres. D'abord, c'est une part très très faible des revenus de l'offshoring au Maroc et des centres d'appel. Et il faut voir aussi que de toute façon, c'est devenu de plus en plus réglementé aujourd'hui. En France, ils ont tout fait pour limiter ce type de prospection un peu sauvage. Oui, parce que c'était perçu comme des formes d'harcèlement aussi. Voilà, pour les gens ils ont mis en place un système où il faut avoir que des personnes qui ont donné leur accord préalable pour être appelées. C'est ça qui a permis aussi d'épurer le secteur un petit peu chez nous ces dernières années. Oui, également, bien entendu. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le plus gros des métiers sont offerts par des outsourceurs. Les outsourceurs, c'est des personnes qui gèrent les fonctions globales d'une entreprise qui va être gérée au Maroc au lieu d'être gérée en France. Et là-dedans, vous avez l'ensemble des fonctions. Donc, il y en a qui sont un petit peu plus répétitives, mais d'autres qui font appel à beaucoup plus de valeur et de créativité. Quand vous avez dit qu'aujourd'hui, on a perdu la guerre des prix et que de toute façon, le prix, le coût, n'est plus le déterminant. Ça, c'est un point de vue que vous partagez. Non, c'est pas le déterminant, c'est un déterminant majeur, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, mais c'est un déterminant majeur. Est-ce que c'est une position sur laquelle vous avez évolué au fil des années? Est-ce qu'il y a 10 ans, Youssef Chalabi tenait le même discours? C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Si vous voulez, c'était très nouveau pour un client français de faire appel à une entreprise à 3000 km
pour gérer sa relation client. Donc si vous voulez, quand on arrive, on est pionnier sur un marché et qu'il n'y a pas réellement d'autres alternatives, le simple fait de proposer une prestation équivalente à un coût de moindre, forcément, c'était les plus belles années, les plus faciles, puisque en fait l'avantage en termes de coût était tellement important que on n'avait pas, si vous voulez, à rentrer dans ce niveau de comparaison en termes de qualité, de productivité, différents coûts. Donc forcément, on faisait dans un environnement aujourd'hui, vous allez avoir des spécificités. Par exemple, on sait que Madagascar c'est très très attractif pour du back-office relativement basique, mais lorsqu'il s'agit de traiter des opérations où on va faire appel à un talent commercial, ça va être beaucoup plus compliqué parce culturellement, on va pas trouver les bonnes personnes pour le faire. Et au Maroc, on va avoir beaucoup plus de facilité à le faire. Vous arrivez facilement, parce que si vous dites on a perdu la guerre des prix, aujourd'hui, il faut pas perdre celle de la qualité. Effectivement. C'est bien ça. La qualité et puis la performance. Est-ce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui? À mon avis, c'est le seul enjeu. C'est le seul enjeu parce qu'encore une fois, c'est la seule bataille. Si on perd cette bataille, on est mort. Mais on va pas la perdre. Non, mais je vous pose la question. On va pas la perdre parce que on a une expertise qui est réelle. On a démarré avant tout le monde. Il y a un bassin de l'emploi qui est vraiment expérimenté dans ces métiers. Et puis il y a pas aujourd'hui. On regarde effectivement le salaire à l'entrée qui est une donnée déterminante, mais une partie très importante de la valeur est apportée par tout le management et le management intermédiaire, qui a une véritable expertise. Aujourd'hui, lorsqu'un client français dans le domaine du e-commerce veut faire appel à un prestataire au Maroc, il sait qu'il va trouver des managers qui ont travaillé dans le secteur du e-commerce depuis plus de 5 ans et qui connaissent pas parfaitement ces enjeux-là. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres destinations. Et le management est capital dans notre métier. Oui, mais le management, c'est aussi une charge et un coût pour l'entreprise. Oui, bien entendu. Qui est additionnel à celui du salarié. Oui, et une valeur additionnelle encore plus importante. Vous avez parlé depuis le début que de la France. La France. Je me dis, et puis quand j'ai regardé aussi en préparant l'émission, le chef Chalabi, puis grosso modo, 70% ou 80% du marché. Effectivement, oui. C'est une vraie opportunité, mais c'est une vraie limite pour nous, effectivement, la France. C'est pas l'enjeu, c'est autant le challenge, c'est de ne pas perdre la nouvelle bataille qui est la bataille de la qualité, de la performance. Est-ce que le nouveau challenge aussi, c'est pas la diversification? Parce que être focus sur la France. Effectivement. Mais c'est pas un choix. Aujourd'hui, si c'est une destination naturelle, c'est parce qu'on parle d'une seule chose qui est justement cet avantage qu'on a en termes de langue, mais qui est devenu aujourd'hui une vraie limite aujourd'hui pour nous également, puisque si les États-Unis ont été naturellement vers l'Inde ou vers les Philippines, c'est parce que ils vont trouver des personnes anglophones facilement et ils vont pas venir disciplinés, pas de problème de rigidité du code du travail, de législation. Ça c'est les autres avantages effectivement. Aussi, ouais. Mais la vraie question initiale, avant même d'envisager un marché sur de l'offshoring dans les services, c'est la question de la langue, et c'est pour ça que forcément la France est là, on a le plus d'atouts. Mais aujourd'hui, clairement, il y a une problématique, un risque qu'il faut limiter en allant chercher d'autres langues, et ce qu'on a commencé à faire. Et puis aussi, il faut se dire que même sur ce marché naturel pour nous, on commence à être limité par le nombre de personnes qui ont un niveau de français suffisant pour répondre à... C'est quoi les marchés qui pourraient être alternatifs à celui de la France pour les opérateurs du offshoring marocain? Vous avez bien entendu l'Espagne, qui est la deuxième destination la plus naturelle, parce qu'on a également un bassin hispanophone qu'on peut exploiter et qu'on ne fait pas suffisamment. Qui est encore plus réduit que le bassin, bassin francophone. Effectivement. C'est pour ça que je me dis, et puis du côté de Tanger, c'est localisé, c'est régionalisé, je veux dire. Est-ce que là, effectivement, ça peut constituer un véritable levier pour investir, entre guillemets, le marché espagnol qui pourrait être le marché alternatif à la France? C'est clairement pas un marché qui va être aussi important que le marché français, qui va pouvoir le remplacer, mais ça nous empêche pas de pouvoir diversifier et limiter un petit peu notre risque, même sur des autres langues comme l'italien, l'allemand, le néerlandais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à gérer toutes ces langues. Bon, pas dans des proportions aussi importantes, mais vous avez quand même une diaspora marocaine dans ces pays-là qui est importante, dont une partie revient en pays, et c'est un atout considérable qu'on peut mettre en avant. Est-ce que Youssef Chalabi, parce que vous avez du poids, hein, vous avez dit qu'il y a tant de revenus aussi en matière de chiffre d'affaires annuellement au niveau du pays, de la création d'emplois aussi. C'est 8 milliards par an. Oui, j'ai eu entre 7 et 8 milliards. Est-ce que vous avez déjà interpellé l'exécutif pour leur dire, voilà, nous on a une problématique, l'offshoring, son développement et le positionnement de Maroc en termes de destination nécessite aussi d'avoir peut-être une subvention. Il n'y a pas que le sucre ou la farine qui peut être subventionné, mais une subvention pour qu'on puisse ouvrir des instituts de formation linguistique. Ah oui, on n'a pas besoin de subvention. Juste pour écouter mon raisonnage. Effectivement. Voilà, pour faire l'apprentissage des langues, parce que déjà on a de moins en moins de personnes qui parlent français correctement. Effectivement. Déjà d'une part, et peut-être qu'on a besoin nécessairement aujourd'hui, ce qu'on fait d'autres pays, y compris dans les pays, dans les Émirats, les pays du Golfe, c'est d'avoir des jeunes qui parlent parfaitement anglais, parfaitement espagnol, et ça va constituer aussi des nouvelles parts de marché pour les secteurs du offshoring et donc pour le Maroc. Vous l'avez déjà fait? On fait que ça depuis
depuis que le secteur existe. Ça fait plus de 10 ans, là. Bah oui. Et alors, ça n'a pas marché? Non, bah alors bon, il y a eu des initiatives qui ont été lancées, notamment avec l'ANAPEC. On a fait des programmes qui étaient très intéressants au départ, qui sont encore intéressants sur le fond, mais qui attirent moins aujourd'hui, parce que si vous voulez, pour pouvoir atteindre un niveau minimum qu'on a déterminé, c'est un peu technique, mais c'est un niveau B2, il faut qu'on ait aussi un niveau à l'entrée qui soit aussi minimum pour qu'après 400 heures de formation, on puisse y arriver. Le problème, c'est que même pour recruter les personnes qui ont ce niveau minimum pour intégrer le programme, on en trouve trop peu. C'est des jeunes qui ont quoi? Niveau bac plus 3, bac plus 4 Aujourd'hui, on regarde même plus le niveau, le diplôme, c'est vraiment pas ce qui compte. Même un niveau bac, aujourd'hui, on peut l'intégrer. D'accord. Si vous voulez, c'est pas une problématique de savoir-faire. C'est vraiment une problématique de savoir-être, de communication, de soft skills. Savoir et savoir-vivre, en fait. Bon, savoir-vivre, c'est autre chose, nous, c'est... savoir-vivre, l'ouverture sur les langues, sur la culture, c'est du savoir-vivre. Oui, effectivement. En tout cas, c'est les soft skills de façon générale, c'est la communication, c'est la maîtrise des langues. Et là, aujourd'hui, lorsque vous voyez qu'on a des offres d'emploi et qu'on arrive à recruter uniquement 5% des personnes qui se présentent, et qu'on en rejette 95% parce qu'elles n'ont pas... En chiffres, ça donne quoi, ça? 5% ou 5% sur quoi? Sur 1000, sur 10 000, il y en a combien qui se présentent pour des formations de recyclage linguistique? Non, mais concrètement, aujourd'hui, lorsque vous avez un client, il vous dit, voilà, moi, je vous donne un marché avec 100 positions. Et donc, vous devez me recruter 100 personnes en 2 mois. C'est 100 opérateurs. Voilà, 100 opérateurs. Il me faut 100 personnes en 2 mois pour gérer ma relation client. Et que vous avez besoin, pour en recruter 100, d'en rencontrer 2000. C'est qu'il y a un vrai problème. C'est qu'il y a un vrai souci. Voilà. Youssef Chalabi, donc c'est ça la réalité. Moi je me dis, est-ce que vous avez déjà fait remonter ça? Vous avez dit oui aux donneurs d'ordre, à ceux qui décident dans notre pays? Nous, on est obligé de dire oui. Et après, on court pour atteindre nos objectifs. Et au lieu d'en avoir 100, on va en avoir 50, 70. On va lui demander d'attendre 1 mois, 2 mois de plus. Donc c'est la galère tout le temps. Donc on est chaque fois que vous avez une demande, il y a un marché. Donc c'est la galère pour y répondre. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes ou de ressources humaines qualifiées en matière de langue. Voilà. Ou alors on va les prendre chez les concurrents et là c'est pas très bon parce que ça augmente le turnover. Et ça augmente aussi peut-être le salaire aussi mensuel, le coût du travail. Donc, si vous comment on sort de ça, de ce cercle-là? Parce que là je me dis, il faut réinventer aussi un modèle. Il n'y a pas que le Maroc et notre pays dans son ensemble qui doit réinventer le modèle. Est-ce que le secteur la seule issue c'est la formation. Et ça, on le sait, on n'a pas arrêté de le dire. On sait que c'est forcément un problème qui est majeur et qui ne se règle pas en quelques années. Mais clairement, aujourd'hui, au niveau de la communication au Maroc, on a un vrai déficit au niveau de la maîtrise des langues. Et tant qu'on a ça, en fait... Et pour nous, ça aurait été, au lieu d'avoir pouvoir créer 5 000, 10 000 emplois par an, on aurait pu faire le double, le triple sans aucun problème. Parce que la demande est là et les besoins sont très importants. C'est fou, c'est terrible ça. Quand j'entends un chef d'entreprise aujourd'hui comme Youssef Chalabi qui me dit on aurait pu créer 20 000 emplois au lieu de 10 000 aujourd'hui péniblement, parce que vous ne faites pas 10 000 d'ailleurs chaque année, parce qu'on n'a pas des jeunes en capacité de maîtriser les langues et de pouvoir effectivement nous accompagner dans cette marche-là. Tous les mois, on a des clients qui nous disent j'aimerais que vous renforciez l'équipe et on leur dit écoutez, on va réussir à le faire. Et au final, on réussit un peu, mais on réussit pas autant que ce qu'on pourrait faire. Et donc, c'est nos clients qui demandent qu'on ait plus de ressources. Et si on n'y arrive pas au Maroc, le client, il va où? Il va au Sénégal? Il va à Dakar, parce que j'ai vu qu'à Dakar, au Sénégal, c'est vachement développé. Ils ont pris des parts de marché d'ailleurs. Oui, ils en prennent et avec un positionnement aussi qui devient intéressant. Et puis je vous disais aussi, même plus au sud, jusqu'à Madagascar, où aujourd'hui, c'est également un secteur qui est très dynamique en termes de création d'emplois. Youssef Chalabi, parce qu'on va bien sûr poursuivre dans ce secteur que vous maîtrisez parfaitement, mais aujourd'hui aussi, vous avez suivi l'actualité, chef d'entreprise, vous suivez l'actualité au jour le jour sur le fait qu'on doit réinventer un modèle de formation professionnelle. Vous avez vu qu'il y a une première offre qui a été présentée au souverain, qui a été rejetée. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Je me dis même, en fait, est-ce que la problématique de compétence, elle est avant tout au niveau des décideurs, des donneurs d'ordre, et puis après ça descend, quoi. Espèce de ruissellement négatif. C'est à tous les niveaux, et aussi au niveau des enseignants. On peut pas avoir un niveau d'enseignement supérieur au niveau des enseignants eux-mêmes. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous voyez les profs qui apprennent le français, qui ne parlent pas bien français, si vous voulez, on a démontré que ça pouvait pas fonctionner. Et avec les écoles privées? C'est pas c'est l'alternative aussi. Est-ce que là, du coup, vous n'avez pas de plus? Aujourd'hui, tout le monde doit s'y mettre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où on doit choisir une bonne voie. C'est-à-dire que tous les efforts qui vont dans cette direction et qui nous permettent d'avoir un peu plus de personnes mieux formées, en particulier dans les langues, vont de toute façon... Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul Marocain qui a un bon niveau de maîtrise de langue qui ne trouve pas d'emploi. Pas un seul. Je mets au défi de trouver une personne, quel que soit son niveau de diplôme,
qu'il ait même le bac ou pas le bac, à partir du moment où il maîtrise bien une langue, que ce soit le français ou l'anglais, vous verrez qu'il trouve un emploi dans le mois. Donc les jeunes qui vont vous écouter, qui vont écouter le débat, ils vont se dire voilà, effectivement, je peux aller chez Outsourcia, parce que Youssef Chalabi a dit que toutes les personnes qui maîtrisent parfaitement le français peuvent trouver un job, donc ils peuvent trouver un job chez Outsourcia. Sans aucune difficulté. Vous les embauchez tout de suite? Immédiatement. Voilà, donc ça c'est bon, c'est pas pour faire le buzz, mais en tout cas tant mieux. Mais simplement de me dire aussi, parce que là on était sur l'éducation, mais sur la formation professionnelle. Oui. Aujourd'hui, les experts du numérique, si je puis dire, annonce le débarquement, l'arrivée de l'intelligence artificielle d'ici 2-3 ans sur le continent Afrique, c'est-à-dire y compris chez nous. Oui. Est-ce que si on n'y arrive pas avec l'humain, ça va être le robot? Est-ce que Youssef Chalabi demain pour ses activités et puis peut-être aussi son développement, ça va être il va investir beaucoup plus sur la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle que sur l'humain? Alors, déjà, sur l'intelligence artificielle, il faut savoir que là encore, c'est une opportunité énorme. Et en particulier pour les pays en Afrique, puisque c'est quoi en fait le machine learning? C'est en fait des robots qui vont pouvoir délivrer en fait des résultats à partir de ce qu'ils ont appris eux-mêmes. D'accord? Mais pour les alimenter, il faut de l'intelligence humaine pour les alimenter. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces entreprises qui viennent vous dire, moi je vais vous implémenter un moteur d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence, il y a juste un système qui est auto-apprenant. Il y a toujours de l'humain. Ben oui, non, mais pour apprendre, il faut qu'on ait des données fiables. Et la vraie problématique, c'est la question de la data. Il faut avoir des données fiables pour que ces moteurs puissent produire des choses qui sont intelligentes. Je pense que ça va se faire, Youssef Chalabi. Oui, mais ça va se faire. Mais ces données fiables, c'est les humains qui vont les donner. Parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, le continent africain, c'est le continent qui recèle de data, d'informations qui n'est pas exploitée. Oui. Et l'intelligence artificielle, ça ne nécessite pas des investissements massifs en termes d'infrastructure. Oui. Et que du coup, l'Afrique, ça va être un gisement. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut les alimenter avec des données fiables. Et ça, c'est des dizaines de millions, de milliards de données qu'il faut produire et organiser, compacter. Et ça, c'est des humains qui vont le faire. Donc déjà, pour nous, pendant plusieurs années, et on le voit déjà, nous, on a aujourd'hui de nombreux clients qui sont en train de mettre en place ce type de moteur et qui, au moment où ils vont les implémenter, ils voient qu'il leur manque des données. Ces données, donc, il faut les alimenter. Et donc, c'est des humains qui le font. Donc, parce que c'est des moteurs auto-apprenants, mais on ne peut pas se passer de l'intelligence humaine pour apprendre à ces moteurs qui vont produire de l'intelligence. Et le deuxième point, c'est que nous, notre métier, et quand on voit celui de la relation client, c'est du marketing relationnel. Quand on dit relationnel, ça veut dire que on va valoriser la relation avec le client et que lorsqu'on voit que notre métier évolue de plus en plus des métiers du support basique qui peuvent être effectivement automatisés lorsqu'il s'agit d'avoir une information sur une livraison ou sur un paiement, etc., qu'on peut trouver cette information seul, ce qu'on appelle du self-care, qu'on n'a même pas besoin, on peut se passer totalement d'une interaction, humaine, mais il y a une autoroute d'interaction qui, elles, ont beaucoup de valeurs, qui sont liées en fait à tout ce qui va permettre de vendre plus au client, à le fidéliser, à le retenir lorsqu'il veut partir. Et là, c'est l'idée de profiter de chaque interaction pour pouvoir apporter de la valeur et générer des revenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les coûts. En se disant, voilà, un centre de relations clients, c'est un centre de coûts. Nous, on voit que sur la majorité de nos clients aujourd'hui, on voit les revenus additionnels qu'on arrive à générer. Donc, et ça, c'est pas des robots qui vont le faire. Mais l'Afrique là-dessus, parce que apparemment tous les grands experts font un focus sur le continent, sur le continent africain, c'est le continent du renouveau avec les grands opérateurs du monde. Et je me dis, nous, les opérateurs marocains, est-ce que vous avez, vous préparez en fait à l'Afrique 2.0 en matière d'intelligence artificielle et essentiellement dans votre secteur d'activité? Parce que ça va bouger, je pense qu'il y a des métiers là aussi qui vont... Le téléopérateur d'aujourd'hui ne va pas être le téléopérateur de demain. Effectivement. Voilà. D'abord, nous, on utilise nous-mêmes ces propres outils pour aller plus vite, être plus productif. Parce qu'en fait, c'est des moteurs qui vous permettent d'aller trouver l'information plus rapidement. D'accord. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu de trouver la bonne information au bon endroit le plus rapidement possible. Donc nous-mêmes, on utilise en fait ce type d'outils pour aller plus vite, aller chercher plus rapidement les informations. Mais l'information, c'est une chose. L'interaction, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous dites, quoi qu'il en soit, même intelligence artificielle ou pas, il y aura toujours besoin nécessairement d'interactivité humaine. Pas sur la totalité des flux, mais sur une grande partie des flux. Et les flux les plus basiques, ils vont même pas reposer sur de l'intelligence artificielle. Ça va être uniquement de l'automatisation, des informations qui n'ont plus vraiment de valeur, qu'on peut trouver seul. Et on n'a même pas besoin d'appeler un robot pour communiquer avec lui, mais on va trouver tout seul son information. Et pour le reste, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la majorité des clients, quand on les interroge, ce qu'ils veulent, c'est avant tout avoir affaire à une personne qui va les écouter, qui va les comprendre, qui va les conseiller. Mais ça va très vite aussi. Oui, mais ça c'est pas lié à la technologie. Ça, c'est juste
un besoin d'humaniser la relation. Et le vrai enjeu, c'est... On nous dit que l'enjeu aujourd'hui, et ce qui est en train de se faire tout doucement, c'est d'arriver à humaniser, à créer des émotions aussi chez le robot, au sein de la robotisation. Est-ce qu'on a encore le temps d'attendre? Mais encore une fois, la question, il ne faut pas être dans des raisonnements binaires. C'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien l'intelligence artificielle, c'est pas est-ce que ça marche ou ça marche pas. Parce que c'est une règle. C'est juste, dans certains domaines, ça va clairement apporter des choses, et dans d'autres, ça va clairement être uniquement un support et une aide pour permettre aux humains d'être encore plus efficaces. Mais pour donc, c'est pas noir ou blanc. Concernant le secteur offshoring, quels sont les métiers à risque de disparition? Parce qu'on dit que d'ici 2030... Les métiers à risque, mais nous déjà, regardez, quand on a démarré... Regardez, quand on a démarré notre métier, 100% de notre activité, c'était des appels. Aujourd'hui, déjà, c'est moins de 50% de nos revenus. Les appels? Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font avec du chat, avec de la visioconférence, sur les réseaux sociaux, géré par email. Donc déjà, de plus en plus, en fait, la voie est en train de baisser. Ça, clairement, il fallait l'anticiper et pouvoir proposer l'ensemble des autres canaux. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on l'a anticipé là-dessus? Oui, la majorité des acteurs qui sont présents au Maroc ont évolué vers ces nouveaux canaux et ont même été très souvent à l'origine d'évolution par rapport à leurs clients en proposant des solutions alternatives qui répondent à ce que nos clients attendent. Donc aujourd'hui, si vous voulez, bien entendu qu'il y a des évolutions majeures auxquelles il faut faire face, qu'il faut anticiper, mais on arrive le plus souvent également à en tirer parti en développant de nouvelles compétences. Et parce qu'au final, il faut quand même que ça repose sur des personnes qui vont faire le travail. Et si en plus, ils sont des destinations qui sont attractives en termes de coûts, c'est clairement pour nous encore des opportunités. Et là, du coup, l'Afrique, là je m'adresse à Youssef Chalabi, le PDG de la Haute-Sourcière, en termes de développement, de dynamique de développement, à l'international, relais de croissance, c'est l'Afrique, c'est pas l'Afrique, c'est pas que l'Afrique. J'ai vu que vous aviez un regard aussi, l'œil droit, je crois, qui était braqué vers l'Europe de l'Est. Vers l'Europe de... Non, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de bons pays ou de mauvais pays, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités à saisir. Dans chaque pays, vous me dites... On m'a posé la question, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est parti au Niger? Le Niger, c'était une opportunité. Orange a lancé un appel d'offres en disant on cherche un prestataire pour gérer la relation client au niveau local pour le coup. On a vu que sur place, il n'y avait pas de prestataire suffisamment structuré pour répondre à ce niveau d'exigence. Et donc, on a répondu en disant, écoutez, si on gagne ce marché, nous, on vous monte une plateforme en 3 mois, on sera 100% opérationnel avec 100 personnes. On l'a fait au Niger. Ça a été facile au Niger? Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait et ça tourne bien aujourd'hui depuis 4 ans sans aucun problème. Et si on a une autre opportunité demain dans un autre pays d'Afrique, quel qu'il soit, on regardera de près, on l'étudiera et si ça vaut le coup, on le fera. Donc si vous voulez, aujourd'hui, tous les pays ont des avantages. Il n'y a pas de bons pays dans l'offshoring ou de mauvais pays. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on va plus facilement trouver des personnes qui maîtrisent mieux les langues, par exemple en Europe de l'Est. On va trouver des personnes qui vont avoir des atouts réels pour gérer des services clients au Maroc. On va trouver des personnes qui vont gérer plus facilement du back-office à Madagascar. Et puis on va continuer à trouver des personnes en France où on continue nous-mêmes à créer des emplois qui vont gérer des opérations très complexes dans des domaines qui nécessitent une véritable expertise. Une véritable ingénierie. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit l'expertise, donc, le coût de la ressource et la valeur ajoutée qu'elle crée. Donc ça veut dire que Youssef Chalabi aujourd'hui, chef d'entreprise, la quarantaine, vous êtes en fait systématiquement en train de remodeler votre modèle économique. Et on est obligé de se réinventer en permanence. Une vision intercontinentale en fait. C'est pas focus sur l'Afrique. Vous n'êtes pas dit l'Afrique c'est la mode donc on y va. Non en fait il y a une opportunité dans un pays X d'un continent Y. Vous y allez. Aujourd'hui c'est pas une question de mode. Vous avez des ressources qui ont des compétences à un certain prix. Vous avez des infrastructures techniques qui sont en train d'avancer à très grande vitesse et qui permettent à l'ensemble de ces pays de se connecter à la fibre optique, par exemple, notamment. Et donc, bien entendu, ça ouvre de nouvelles opportunités. Et puis, en face, vous avez des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui veulent avoir le bon coût pour la bonne prestation. Et donc, forcément... on peut pas répondre avec une solution unique. En disant on peut tout faire en Maroc. Faire le grand écart avec une offre. En fonction de la spécificité de la demande. Et nous, ça nous donne beaucoup plus d'avantages parce que lorsqu'on était au Maroc seulement et qu'on avait tendance à dire qu'on pouvait tout faire au Maroc, dans certains cas on avait raison, dans d'autres cas on avait tort. Il y avait certaines choses qui valaient mieux gérer ailleurs et donc ça nous rendait pas forcément crédibles. Aujourd'hui, lorsqu'on dit oui, ça là-dessus, c'est clairement le Maroc et ça on peut le faire à Madagascar, ça on va pouvoir le gérer en France.
Déjà, ça nous permet aussi de gagner beaucoup plus de marché, puisque lorsqu'on est avec une solution unique, on n'aurait pas du tout même les flux qui étaient destinés à... Quand vous êtes en France, parce que vous êtes en France, au Niger ou à Madagascar, ou demain dans un autre pays, est-ce que vous créez de l'emploi au Maroc aussi? Ou est-ce que vous créez des emplois dans ces pays-là? C'est là où on continue à créer le plus d'emplois, c'est encore au Maroc aujourd'hui. Quand vous créez 100 emplois au Niger, vous en avez créé combien au Maroc, par exemple? J'ai pas fait le calcul dans ce sens-là, mais je vous dis aujourd'hui, pour répondre à votre question, il faut savoir que même en France, on continue à créer des emplois. Ça veut dire que même le marché initial qui est considéré comme le moins compétitif peut, pour certains types de prestations dans certains secteurs, être encore le plus intéressant. Et pour le Maroc, c'est clairement le cas, et c'est pour ça qu'on continue, je vous dis encore aujourd'hui, à générer le plus d'emplois dans ces secteurs-là. Quand vous dites en France, vous créez combien d'emplois, par exemple, en France? Pour Outsourcia, oui. On en a créé 50 l'année dernière. Bon, c'est relativement, c'est moins important que ce qu'on a pu créer au Maroc ou au Madagascar, mais ça montre qu'après il faut raisonner en valeur, c'est pas seulement en volume. Et l'impact sur les chiffres d'affaires. C'est ma deuxième question. Est-ce que c'est des activités à forte valeur ajoutée en France pour forcément, puisque déjà ça demande des compétences techniques spécifiques? Oui, et des expertises spécifiques. Si vous voyez par exemple dans le domaine de l'assurance, où ça peut être des ventes qui sont très complexes, qui peuvent durer une demi-heure, où il faut respecter un nombre important de règles, notamment avec tout ce qui a été mis en place au niveau de la RGPD, par exemple. Depuis le mois mai dernier, la protection des données personnelles. Ça aussi, vous l'aviez anticipé? Oui, ça, on a été obligé d'en tenir compte. On voit que dans certains cas, on arrive à créer plus de valeur, même avec des coûts 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieurs en France, on arrive à le faire. Et au Maroc, c'est largement le cas pour beaucoup de prestations. Aujourd'hui, vous avez des clients qui se disent, voilà, moi je veux que ce soit géré au Maroc. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez une expertise dans ce domaine, qu'il y a le management qui maîtrise parfaitement les enjeux de tel secteur, que vous avez les personnes qui gèrent la qualité, qui sont conscientes de nos exigences en termes de qualité et qui vont continuer à payer 2 fois plus cher à Madagascar pour que ce soit géré ici. Parce qu'on voit quand on fait l'équation économique globale, c'est plus viable pour eux, c'est mieux pour la satisfaction de leurs clients et donc du coup la fidélité de ces clients-là et donc les revenus qu'ils vont pouvoir continuer à générer avec eux. Donc c'est vraiment un compte de résultat global qu'il faut regarder. Toujours en termes de dynamique de développement, M. Chalabi, le Maroc 2.0, le digital, Maroc digitalisation, on a pris du retard aussi? Moi je pense qu'on a pris du retard, oui. On a pris du retard, en tout cas en termes de vision. On a pris du retard. Maintenant il y a des entreprises marocaines qui elles n'ont pas pris de retard, qui sont en train de surfer intelligemment sur cette vague. C'est le cas d'Outsourcia? Alors nous, on n'est pas directement dans le digital, mais je rencontre dans les services digitaux, en permanence des entrepreneurs marocains qui sont sur des solutions. Comment vous expliquez qu'on arrive à prendre autant de retard sur le digital? Comment ça se fait? Parce que beaucoup se plaignent de ça, on comprend pas trop pourquoi, comment. Est-ce que c'est parce que c'est par méconnaissance des enjeux? Est-ce que c'est une problématique d'ordre financier? On comprend pas. En fait, le mobile paiement, vous avez parlé de l'opérateur télécom. C'est typiquement le genre de secteur où ça peut pas se décider de là-haut, en fait. Parce qu'aujourd'hui, déjà, pour pouvoir saisir parfaitement ces enjeux, il faut avoir grandi avec. Il faut les maîtriser. Il faut avoir déjà l'algorithme à la naissance. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas des personnes qui sont décisionnaires, qui ont suffisamment conscience des enjeux et qui ont pas suffisamment vécu avec. C'est les jeunes qui sont totalement là-dedans et qui sont elles en train de créer des entreprises et qui sont c'est plus une révolution de start-up que de décisions politiques et c'est partout pays, donc partout pareil. Ça se joue en fait en bas, au micro, mais non pas au niveau. Il faut pas attendre beaucoup de choses. C'est pas des politiques qui vont nous permettre de mieux réussir notre transformation digitale. Non, c'est tout l'écosystème qui est en train d'être mis en place depuis quelques années au niveau des jeunes entrepreneurs qui, eux, ont travaillé, ont étudié à l'étranger, ont travaillé dans certains cas à l'étranger, voient le potentiel de marchés plus vierges comme le Maroc et l'Afrique et qui sont en train de construire cet écosystème. Bon, pas suffisamment rapidement, clairement, mais c'est à ce niveau-là. Et là, il faut libérer, il faut arrêter de croire qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui a été décidé pour le digital marocain. C'est pas une décision. Donc c'est les opérateurs qui font, en faisant fi en fait de la prise de décision, mais sur une décision comme vous avez parlé de la fibre optique. Oui. Vous avez parlé d'un opérateur télécom tout à l'heure, de couleur orange, le top management qui se plaint aussi des retards pris aussi pour la fibre optique, le développement de la fibre optique. Est-ce que là vous êtes directement concerné? C'est-à-dire effectivement, non, nous on est juste utilisateur. Si le Maroc était fibré ou plus fibré, ça. Franchement, au Maroc, c'est plus là pour le coup, c'est un véritable atout. Autant sur les ressources humaines, on aimerait que les choses aillent plus vite, soient plus simples. Autant au niveau de l'infrastructure technique, au Maroc aujourd'hui, on est très en avance. Quand on répond à des appels d'offres internationaux, on voit que on a 3 opérateurs.
avec une concurrence qui existe, des technologies qui sont relativement fiables. Et aujourd'hui, c'est plus un atout clairement du Maroc par rapport à ses voisins africains. On ne peut pas se plaindre de cela. Et l'arrivée de la 5G, un plus, un moins, c'est la Suisse. Alors ça impacte le mobile, c'est pas clairement. Ouais, mais vous, il n'y a pas de. En termes de services digitaux, ça. Non, nous on est plus sur des solutions filaires aujourd'hui vis-à-vis de nos clients, parce que la vraie question, c'est d'être relié au continent européen. Et c'est vraiment ça qu'on regarde. Ah, c'est d'être relié au continent européen, pas forcément d'être relié au continent africain. En fait, c'est de relier l'Afrique à l'Europe. Et donc, ça passe notamment par des câbles. Mais vous, en tout cas, vous considérez que de toute façon, c'est essentiellement l'Europe qui est le moteur et c'est là où il y a des marchés, beaucoup plus aujourd'hui que le continent Afrique. Oui, il y a déjà tellement à faire encore avec l'Europe. Soyons déjà suffisamment. Non, non, mais bon, déjà, la France est énorme déjà, l'Europe de façon plus globale, mais bon, on est encore loin de vouloir devenir des destinations naturelles pour des marchés américains ou asiatiques, surtout dans les services. Il y a quand même la question de la culture et encore une fois de la langue qui est fondamentale. Donc notre marché, il est là. Le marché de l'avenir, c'est l'Europe. Dans les métiers des services externalisés, oui, clairement. Voilà, oui. Et quand vous disiez l'Europe de l'Est, parce que j'ai vu que Youssef Chabi, c'est quel pays vous intéresse et pourquoi? Alors en fait, plusieurs pays. L'intérêt de l'Europe de l'Est, en fait, c'est la maîtrise de toutes les langues européennes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui ont besoin d'avoir un seul prestataire qui va gérer l'intégralité des besoins et qui va couvrir l'intégralité des langues. Et aujourd'hui, au Maroc, on ne peut pas couvrir l'intégralité des langues. Donc, pour pouvoir les compléter, la solution qui est la plus complémentaire, c'est soit en Espagne, dans des zones notamment comme Barcelone, où vous avez beaucoup d'étudiants de plusieurs pays européens. Voilà. À un moment, ça a été l'Irlande, c'est moins le cas aujourd'hui. Et sinon, vous avez en Europe de l'Est des capacités en termes de multilingues qui sont très intéressantes. C'est-à-dire le jeune, c'est quoi? C'est l'Estonie, c'est la Lettonie, Non, c'est plutôt des pays comme la Roumanie, ouais. qui ont été aussi pionniers dans ce domaine. Et c'est d'autres pays qui sont arrivés un petit peu plus tard. La Hongrie. Hongrie, Pologne. Vous avez donc tous ces pays-là, vous allez trouver des personnes qui vont parler. Vous savez ce que ces pays-là ont comme dénominateur commun? Oui, lequel? C'est qu'ils n'ont pas voulu adopter le nouveau pacte sur la migration qui a été adopté à Marrakech. Oui. Ça vous pose pas de problème, ça, ou vous là aussi vous n'êtes pas sur ces questions-là et puis sur une logique purement économique? C'est l'économie qui prime. Oui, non, bien entendu, c'est l'économie qui prime. Après, la question de l'immigration, vous savez, nous, il faut voir que dans notre secteur, par exemple, on emploie plus de 15% de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. D'accord? Donc, forcément, nous, on le voit en permanence. Et c'est une vraie force pour nous de pouvoir aussi avoir tous ces collaborateurs qui viennent d'Afrique. Parce qu'ils sont africains ou parce qu'il y a la possibilité aussi d'avoir des... Parce qu'ils parlent bien français, qu'ils ont envie de travailler, qu'ils sont disciplinés et qu'ils ont envie. Et clairement, pour nous, ça fonctionne bien aussi. Donc nous, on accueille beaucoup d'étrangers dans nos métiers. On a aussi des personnes qui partent. Et bon, on parle en ce moment de problématiques de fuite des cerveaux marocains. C'est pas un souci pour vous, ça? Si. Bon, ça devrait Parce que l'ingénieur, si vous ne le trouvez pas à Rabat ou à Casablanca, vous allez le trouver en France ou en Allemagne ou à Madagascar. Ça devrait être un non-sujet, parce qu'en fait, c'est vrai que ça reste une proportion qui est faible. 600 ingénieurs. Oui, 600 ingénieurs, on va dire que c'est pas beaucoup. Mais pour le Maroc, qui dans l'offshoring crée 2000 postes par an pour des ingénieurs, c'est le tiers. Donc, si vous voulez... Non, je veux dire, même s'il y a 600 ingénieurs par an qui quittent le Maroc, il y a rien d'extraordinaire, me semble-t-il. Ouais. D'autant plus qu'on en forme 5000. Oui, donc, mais on forme pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes profils? C'est pas les mêmes profils. Ils sont moins bons, ceux qui sont formés? Effectivement. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est qu'on a affaire à des tout petits chiffres. C'est-à-dire que ça devrait être un non-sujet. Un départ de 600 personnes. Franchement, vous voyez, et encore une fois, il faut rester raisonnable. On va pas se comparer à l'Inde ou aux Philippines. Parce que là, on ne parle pas d'un 0 de plus, 2 0 de plus. C'est vraiment d'autres proportions. Mais déjà, au Maroc, c'est quand même triste de se dire qu'aujourd'hui, avec 600 ingénieurs qui partent chaque année, ça nous pose un problème. Parce qu'on devrait pouvoir les remplacer très, très facilement. La réalité, c'est qu'encore une fois, on va avoir beaucoup d'écoles qui vont former des bons ingénieurs, mais celles qui sont recrutées dans le secteur de l'offshoring, par exemple, c'est celles qui ne vont pas avoir uniquement les compétences techniques qu'il faut, mais c'est encore une fois, toutes les compétences au niveau des soft skills et du savoir-être. Et là, clairement, c'est là où on a beaucoup de mal à les recruter. Donc, on les remplace pas facilement. En disant aussi que ce qu'on oublie parfois, c'est au-delà des 600 ingénieurs qui quittent le Maroc chaque année, où il y a effectivement rien d'extraordinaire, me semble-t-il, et ce que vous venez de confirmer, c'est qu'il y a des ingénieurs aujourd'hui qui ont du mal à trouver un emploi.
Oui. Donc, et ceux qui ont du mal à trouver un emploi. Heureusement peut-être qu'il y en a 600 qui partent, parce que il y en aura 600 de plus, peut-être potentiellement, non, qui auraient des difficultés à trouver un job. Je vous dis, en fait, on les remplace pas comme ça. Parce que ceux qui ont du mal à trouver un emploi, c'est pas parce qu'ils ont pas été dans la bonne école, c'est pas parce qu'ils ont pas les bonnes compétences techniques, c'est uniquement parce que, d'abord, eux-mêmes savent pas se vendre. Et s'ils savent pas se vendre, ça veut dire qu'il leur manque ces compétences fondamentales en termes de communication et qu'ils vont pas pouvoir aussi apporter à l'entreprise dans laquelle ils vont apporter, toutes ces compétences-là qui sont fondamentales aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle, il y a en fait tout ce qu'on va pouvoir apporter au niveau technique, mais toutes les interactions qu'on va avoir avec ses collaborateurs, avec ses clients, un chef de projet, il doit gérer un projet, il ne doit pas uniquement apporter des compétences techniques, il doit pouvoir gérer tout un projet et donc avoir tout ce qu'il lui faut en termes de soft skills pour le faire, et c'est là encore une fois où c'est l'humain avant tout en fait. Voilà. Est-ce que vous comptez contribuer, ou vous avez déjà contribué à cette réflexion sur la réforme du modèle de formation professionnelle? Alors, nous, on a testé beaucoup de choses. On a testé beaucoup de choses avec l'ANAPEC, on a testé beaucoup de choses avec l'OFPPT. On a même été jusqu'à dire il nous faut notre propre institut de formation spécialisé dans nos métiers. On voit qu'aujourd'hui, il y a au moins une chose qui est claire, c'est que tout le monde a pris conscience à la fois de la faillite de l'ancien système qui est... oui, mais ça, le diagnostic a été fait depuis des années. Ça, y a pas de souci, que c'est le sujet fondamental aujourd'hui qu'il faut adresser. Donc, au moins en termes de partager les enjeux et l'urgence, je pense que là, tout le monde est en phase. Sur la façon de procéder, nous, on a fait quelques propositions, notamment pour avoir des programmes un peu plus longs, notamment sur la partie communication et langue, parce qu'aujourd'hui, on est limité par un certain nombre d'heures. Du coaching, peut-être aussi, non ? Ça serait pas pertinent aussi d'avoir des séances de coaching pour justement augmenter le développement personnel des collaborateurs en matière d'offshoring? Toutes ces initiatives sont bonnes, mais ça concerne plus les cadres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus au niveau quand on démarre dans l'entreprise, c'est vraiment des compétences de base déjà qu'il faut avoir avant d'aller vers. Je sais que vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas psychologue, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faudrait détendre aussi le filet sociétal? Pour avoir aussi peut-être des futures générations, des prochaines générations plus détendues, plus décontractées, plus ouvertes sur le monde. Je pense pas que ce soit aujourd'hui une grande lacune. Moi, j'ai pas l'impression que les jeunes Marocains sont pas assez détendus, pas assez ouverts sur le monde. Détendus dans le développement personnel, je sais pas, d'un point de vue sociétal, qu'on sort peut-être de certains débats un petit peu difficiles, compliqués, d'un point de vue sociétal, et qui font que ça peut tendre certains esprits. On le voit dans les universités, on le voit dans les écoles. J'ai pas besoin de vous le dire, donc voilà, c'est simplement clair de me dire, il n'y a pas que le lycée Lyoté ou Descartes, il pourrait y avoir aussi des espaces de décontraction aussi, d'individus plus décontractés dans les espaces publics. Clairement. Et éducatifs, ça vous, non? Ça oui, vous, oui. Vous faites des interventions dans les écoles, vous avez... Oui, régulièrement, oui. Moi-même, quand j'ai démarré, en fait, en France, j'avais fait des rencontres dans mon école avec des professionnels qui étaient venus nous rencontrer. C'est comme ça que j'ai rejoint le premier projet de création d'entreprise quand j'avais 24 ans. Donc, pour moi, c'est naturel de le faire, et puis j'aime beaucoup aussi pouvoir interagir avec de nombreux jeunes, et puis il y a de nouvelles idées qui se créent aussi, et puis je participe aussi à d'autres startups dans lesquelles j'investis, et donc... vous avez investi, vous êtes diversifié aussi. Bon, chauffeur.ma, vous avez une diversification de l'outsourcia, ça? Non, c'est pas outsourcia, c'est plus au niveau personnel. Et puis personnel, vous êtes rentré dans un tour de table, je veux dire, vous avez avec la casquette et le costume du PDG de l'outsourcia. Pourquoi? Parce que je vous dis, parce que d'abord on peut pas tout faire soi-même. Bon, moi je garde en fait mon activité principale, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout cet écosystème de start-up qui existe au Maroc aujourd'hui. Et puis il y a des secteurs qui vont clairement qui sont très porteurs. On a une vraie valeur qu'on peut apporter, et il y a des jeunes qui le font très bien, et donc j'aime bien être à côté d'eux. Satisfait du business, chauffeur.ma? Oui, ça marche très bien. Effectivement, oui, c'est une PME qui est rentable, qui est déjà rentable, proche de la rentabilité, et donc qui va croître assez rapidement dans les mois à venir. Et c'est quoi? C'est parce que je me dis Uber, ça n'a pas marché, ils sont partis, ou bref, c'était là. Et puis, en fait, c'est un modèle. Il y a d'autres modèles marocains. C'est un modèle qui n'est pas maroco-marocain, qui existe ailleurs, mais c'est pas du tout une plateforme uniquement de mise en relation. C'est plus une société de transport avec ses véhicules, avec ses chauffeurs salariés, et donc qui offre un service majoritairement à des entreprises. Donc c'est en grande partie du B2B. Donc on n'est pas du tout dans la plateforme de mise en relation qui a pu poser problème au Maroc, puisqu'effectivement c'était considéré comme non légal. Il n'y a pas de course-poursuite avec les chauffeurs de taxi traditionnels, tout se passe très bien. Non, puisque c'est légal.
C'est légal. C'est légal. Non, mais même si c'était légal pour Uber, il y avait aussi des problématiques. Oui, mais bon, quand on montre un agrément et qu'on voit qu'en fait on fait ce métier parce qu'en fait, ce qui est problématique, c'est lorsque c'est des personnes occasionnelles ou des particuliers qui vont prendre leur véhicule pour faire ça. Et effectivement, la concurrence est réellement déloyale vis-à-vis des professionnels. C'est quoi, il y a un Nous, label, en fait, on est dans une société de transport et donc on fait ça de façon 100% autorisée. Outsourcia sur 2019, perspective, parce c'est la fin de l'année, est-ce qu'il y a des choses concrètes? Déjà, nous, en fait, 1500 personnes qui travaillent dans le groupe, c'est ça? Oui, 1500 personnes. À peu près 200 millions de dirhams de 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires. On va maintenir une croissance supérieure à 10% cette année. On a fait rentrer un fonds d'investissement dans notre capital il y a 2 ans pour réaliser des opérations de croissance externe. Donc, c'est ce qui a justement nous a permis de nous installer à Madagascar avec 700 personnes aujourd'hui à Madagascar. On est en train de finaliser une deuxième acquisition actuellement qu'on va pouvoir communiquer dans quelques semaines, je l'espère. Et puis l'objectif, qui serait quoi, c'est toujours dans l'outsourcing de façon générale, donc moins dans le centre d'appel traditionnel, mais plus dans des nouveaux métiers ou dans des secteurs où il y a développement. Dans un pays tiers? Oui, dans un pays tiers également. En Europe de l'Est? Non, Europe de l'Est, ce sera pour l'année prochaine. D'accord, là ça va être l'Europe en fait. Voilà, exactement. Ça va être la France, c'est ça? Ça va être la France. Ça va être la France. Mais voilà, donc on vous souhaite de réussir, c'est important. Merci. Mais j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a aussi peut-être une notion de responsabilité que vous assumez certainement en termes de citoyenneté, de dire aussi aujourd'hui que quand ça marche, et pourquoi ça marche, et surtout qu'il faut être en capacité de se réinventer en permanence sur des cycles économiques très courts. C'est ce que je retiens moi essentiellement. Oui, c'est la plus belle leçon, je pense, qu'il faut retenir. Ouais, mais en tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous, Youssef Chalebi, président directeur général du groupe Outsourcia, qui est en pleine dynamique de développement, qui en quête de relais de croissance à travers le monde. Vous êtes mondialisé en fait. On va dire Europe-Afrique. Oui, mais déjà dans votre esprit. Oui. Vous avez dit que c'est une question d'état d'esprit, l'offshoring, c'est ça? Effectivement. Il n'y a pas vraiment de limite aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a. On peut presque tout faire. Comme quoi on peut tirer profit de la mondialisation, non pas que la subir. Très clairement. Et se lamenter. C'est ce qu'on a fait dans notre secteur. Merci en tout cas à vous, Youssef Chalebi, président directeur général d'Outsourcia et président de la Fédération marocaine de Outsourcing et ex-président de la Fédération marocaine de relations clients. Voilà. Merci. J'ai été complet. C'est ça. Merci en tout cas à vous et belle journée. Merci. Au revoir.